Au début des années 30, en pleine Grande Dépression, John Dillinger a ridiculisé les forces de l'ordre américaines. Braquage, évasion, meurtre, cavale, son sort était scellé et il ne tarderait pas à tomber. Pour certains, c'était un héros, une sorte de Robin des Bois moderne. Il fallait donc mettre un terme à ce nouveau modèle de réussite criminelle. C'est ainsi que le BOI, futur FBI, s'est saisi de l'affaire sous la direction de J. Edgar Hoover, qui désigna l'agent Melvin Purvis pour traquer l'ennemi public numéro 1. La traque s'acheva à Chicago en 1934, lorsque l'équipe de Purvis abattit Dillinger à la sortie d'un cinéma. Ce destin américain a inspiré plusieurs cinéastes, dont John Milius avec Dillinger en 1973 et Michael Mann avec Public Enemies en 2009. 2 films, une histoire. And your name? John Dillinger. All right, everybody, point right where you are. This is a robbery. Dillinger est le premier film réalisé par John Milius, qui avait auparavant écrit les scénarios des 2 premiers inspecteurs Harry et de Jeremiah Johnson. Son film le plus connu en tant que réalisateur reste sans doute Conan le Barbare. En 1973, en plein essor du nouvel Hollywood, Dillinger s'inscrit dans la lignée de Bonnie and Clyde d'Arthur Penn et de l'œuvre de Peckinpah, des films qui ont repoussé les limites de la violence graphique et de la représentation des figures américaines. Michael Mann, en 2009, jouit déjà d'une grande renommée en tant que réalisateur, notamment pour ses polars comme Le Solitaire, Manhunter, Hit et Collateral. Public Enemies est peut-être son film le moins apprécié du public, bien qu'il s'inscrive parfaitement dans son style caractéristique. Pour incarner le célèbre bandit, Milius choisit Warren Oates, un habitué du cinéma de Peckinpah, tandis que Mann opte pour Johnny Depp, qui cette fois-ci délaisse maquillage et excentricité. Les 2 films se concentrent sur les dernières années de John Dillinger jusqu'à sa mort. Le film de Milius prend quelques libertés avec la vérité historique, notamment concernant les relations de Dillinger avec d'autres gangsters. Le film de Mann, quant à lui, imagine une rencontre en prison entre Dillinger et Purvis, un face-à-face à la Hit. Mann prend également la liberté de montrer une séquence où Dillinger s'infiltre dans un commissariat pour narguer les policiers. Une scène que je trouve dispensable, personnellement. Les approches de Dillinger diffèrent. D'un côté, Oates, avec sa gueule marquée, et de l'autre, Depp, aux traits plus lisses et raffinés. Milius s'intéresse à la mythologie qui entoure le personnage, leader de gang, amoureux, violent. Il cherche à capturer le romantisme fordien de Dillinger. Chez Mann, Dillinger est un professionnel, avec des principes. Quelque part, il est l'ancêtre de De Niro dans Hit. Comme Neil, il vit au jour le jour, et il n'a pas le temps de se poser. Parce que comme dirait Tom Sizemore, The action is the juice. Amen. Les 2 films diffèrent également sur le plan esthétique. Milius s'inscrit dans la tradition de John Ford, tout en intégrant la brutalité de Peckinpah. Il permet à la plupart de ses plans, soigneusement composés, de s'étendre dans le temps. Mann, quant à lui, a développé une nouvelle approche esthétique depuis Révélation. Sa caméra à l'épaule, qui reste proche de ses personnages, et son utilisation du numérique s'écartent de l'académisme souvent attendu des films historiques, offrant une vision plus immersive et moderne. Une scène clé est celle de la mort de Pretty Boy Floyd. La vérité historique concernant sa relation avec Dillinger est mieux respectée chez Mann. La scène se situe à des moments différents dans les 2 films. Chez Milius, elle intervient aux 2 tiers du film et est filmée comme une exécution presque militaire, avec des plans soignés et une violence esthétisée. Chez Mann, elle survient bien plus tôt, servant d'introduction au personnage de Purvis. Il s'agit ici d'une traque presque personnelle qui met en avant Purvis, le G-Man. Mann accorde également une attention particulière au gros plan sur la détente du fusil, illustrant son approche authentique des armes à feu au cinéma. Ces personnages sont des professionnels, et cela se reflète dans le traitement visuel et sonore que le réalisateur emploie. Milius, de son côté, a une passion pour les armes à feu dans la vraie vie, et on ressent cette fascination dans ses films. Pour la petite anecdote, la légende raconte qu'il aurait été payé pour le script de Dirty Harry avec un 44 Magnum. Il faut également aborder le personnage de Purvis, sans qui le voyou n'existerait pas. Il est présenté différemment dans les 2 films, et là aussi, le film de Mann est plus proche de la réalité historique.
En âge, Purvis est plus proche de Christian Bale que de Ben Johnson dans le film de Milius. Comme mentionné précédemment, Milius est fan de John Ford et cherche à s'en rapprocher, reprenant certains motifs, notamment la fameuse scène de danse qu'on retrouve régulièrement dans le cinéma de Ford, ou encore son utilisation caractéristique de la ligne d'horizon. When the horizon's in the middle, it's boring as shit. En comparaison avec son époque, Milius a un côté conservateur, voire réac, et cela se reflète dans sa manière de représenter le personnage de Purvis. Pour l'incarner, il choisit Ben Johnson, un fidèle de Peckinpah, qui a débuté chez Ford. Dans le film, Johnson représente la figure de l'ancien temps, le shérif typique, à la manière de John Wayne. Sa scène de présentation illustre parfaitement cet héritage. Face à une situation tendue où un forcené refuse de se rendre, Purvis débarque. Les policiers sont à bout, mais Purvis ne perd pas son sang-froid et demande un flingue dans chaque main, même si ça l'empêche d'allumer son cigare. Purvis en ressort vivant, pas le cigare. Yes, bring me my shotgun. Yes, man, in a pocket full of shells. Les deux films explorent une période de transition aux États-Unis pendant la Grande Dépression, mettant en lumière le fossé entre le passé et le présent. À cette époque, alors que des institutions modernes comme le FBI prennent de l'ampleur et que les technologies évoluent, le pays se retrouve confronté à des criminels comme Dillinger, qui semblent appartenir à une époque révolue, presque comme des figures du Far West. Chaque réalisateur interprète cette fracture temporelle à sa manière. Milius illustre ce décalage à travers la scène où Purvis se rend compte que les policiers ne sont plus les héros des enfants, qui préfèrent désormais s'identifier aux gangsters. Cette scène souligne comment les valeurs et les perceptions ont changé. Well, you gotta go to school. John Dillinger don't go to school. John Dillinger's in jail. Dans Public Enemies, l'arrivée en train des agents texans pour arrêter Dillinger, tout en évoquant l'image de justicier venu d'une autre époque. C'est bien de cette façon qu'a eu lieu l'intervention, soulignant l'engagement de Mann envers la précision historique. En ce qui concerne l'exécution de Dillinger, Milius imagine un face-à-face entre Purvis et Dillinger, bien que les choses ne se soient pas passées ainsi. En revanche, le film de Mann s'attache aux moindres détails, jusqu'à la trajectoire de chaque balle. Deux approches différentes pour un même mythe américain, reflétant non seulement les époques de leur réalisation, mais aussi les visions des réalisateurs. Le premier film, réalisé avec un petit budget par un jeune cinéaste du Nouvel Hollywood, propose une vision romantisée. Le second, réalisé à une époque où les blockbusters sont la norme, est tout sauf lisse. En résumé, deux films à voir.